Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Après une pause donc de quelques 2 ou 3 semaines due donc à la disparition de notre très cher PDG Sidy Lamine Niasse. Alors nous voilà revenus donc sur ce plateau pour, comme d'habitude en fin de semaine, essayer de décrypter et analyser les faits saillants et en marquer l'actualité politique et économique de la semaine. Au menu de ce numéro, nous allons évoquer donc le groupe consultatif de Paris qui vient se tenir, un groupe qui a vu donc le Sénégal récolter plus de milliards, là où le Sénégal était juste parti pour chercher des 1000 milliards, il est revenu avec 3 fois plus. Plus de milliards donc il suit beaucoup de commentaires parce que certains estiment effectivement que le Sénégal est en train de s'endetter et à quelques mois des élections, cette dette n'était pas inopportune. Alors nous allons aussi évoquer donc le processus électoral, le prétexte c'est le dépôt des parrainages et des candidatures qui est en train donc de se dérouler au moment même. Alors beaucoup de candidats, je viens d'apprendre d'ailleurs qu'il y a pour l'instant au moins 17 ou 18 candidats qui ont déjà déposé leur parrainage. Alors tout cela amène donc beaucoup de commentaires au Sénégal, surtout avec l'invalidation probable de certaines candidatures. Alors, pour éviter tous ces problèmes-là, pour en commenter, nous allons donc le plaisir de recevoir ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Habib Ndaw. Il est membre de Benno Bokk Yaakaar, membre de la coalition Doomu Rewmi. M. Ndaw, bonsoir. Bonsoir, Jean. Avec vous sur le plateau, nous recevons aussi M. Ousseynou Nar Gueye. Il est donc de la coalition Guirassy 2019, le secteur national à la communication et à la coopération africaine, du parti donc Sud. Sud, c'est Sénégalais unis pour le développement. M. Gueye, bonsoir. Bonsoir. SUD, Sénégalais unis pour le développement, et membre également du Front de résistance nationale. Merci pour la précision. Alors, M. Ndaw, je commence par vous. Vous êtes membre de Benno Bokk Yaakaar, vous êtes un économiste, il faut le préciser. Alors, vous allez juste nous faire un peu une explication, en tout cas la différence entre le club de Paris et le groupe consultatif de Paris. D'accord. Je vous remercie, Georges. J'en profite pour saluer les téléspectateurs, revenir saluer mon co-débatteur, M. Ousseynou Nar Gueye, saluer à travers lui les partisans du Sud, du SUD, et présenter mes condoléances au groupe Walfadjri et par extension à la famille Niassène à laquelle j'appartiens. C'est une grosse perte pour la nation, c'est une grosse perte pour la Oumma islamique. C'est une grosse perte pour ce que les Anglais appellent few good men, les gens d'honneur. Donc, je voulais en profiter pour cela et vous réaffirme ma loyauté vis-à-vis de votre groupe, où je compte beaucoup d'amis, malgré la disparition du PDG. La grande différence, c'est que dans le domaine des finances, il y a deux clubs très connus, Club de Paris et Club de Londres. Le Club de Londres, c'est le club où il n'y a que des investisseurs qui viennent injecter de l'argent dans les pays qui ont besoin de financement de leurs programmes, de leur politique publique. Et ce n'est pas uniquement destiné aux pays en voie de développement, c'est tous les pays. Le Club de Paris, c'est les États. Les États forment un groupe sous l'ombrella du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et c'est ce Club de Paris qui jadis s'occupait de la remise des dettes des pays en voie de développement, créé environ en 1956, qui a beaucoup fait pour l'allègement des dettes et transformer des pays surendettés en pays avec allègement des dettes pour permettre à ces pays d'avoir une sorte d'oxygène pour leur économie et leur croissance. Le groupe consultatif de Paris vient en amont pour où les États toujours, mais les États et leurs entreprises nationales viennent injecter de l'argent dans l'économie mondiale à travers justement des programmes ficelés. Ça peut être des programmes d'État à État, c'est-à-dire que la France, si l'AFD veut financer, ça peut être des programmes privés, c'est-à-dire si par exemple une société comme Alstom veut financer un projet pour l'État du Sénégal, etc. C'est un ensemble de conventions qui sont signées entre les États, entre l'État du Sénégal et tous les participants au groupe consultatif. C'est un appel, c'est une sorte d'appel d'offres. Et là, il est heureux que le gouvernement du Sénégal, qui est allé pour la phase 2, parce que la phase 1, si on se souvient très bien,
a été financé, évalué, et on est passé sur la phase 2 avec pratiquement les mêmes PTF, les mêmes partenaires techniques financiers que sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et autres, le Fonds monétaire naturel. Alors, vous étiez parti pour 2000 milliards, là vous êtes revenu avec 2500. 2500. Là vous êtes revenu avec 2850. 2850, là vous êtes revenu avec le triple. Oui. Est-ce que ça nous... Comment est-ce que vous expliquez cela? Ou bien vous n'aviez pas tellement apprécié ou évalué la première raison, c'est une réponse que les marchés financiers donnent à notre opposition qui critique le programme économique du gouvernement. C'est une forte réponse aux interrogations, non pas des Sénégalais, mais de l'opposition sénégalaise qui montre, qui veut prouver une incohérence des politiques économiques, surtout de la politique économique, du programme économique principal du président Macky Sall, qui s'appelle le plan Sénégal émergent, dont la déclinaison a commencé depuis 2014. En acceptant d'injecter de l'argent, c'est parce que le programme économique est cohérent, il est robuste, il est bancable. Je reprends les termes de Adesina. Adesina, c'est le président de la Banque africaine de développement, qui, à travers un message vidéo, a dit: Président Macky Sall, mon frère, le Sénégal est bancable. Bancable, ça signifie que vous avez donné des projets robustes, des projets crédibles, des projets rentables, des projets qui vont vers des financements qui vont vers des investissements productifs. Parce que la signature est un pays stable. Il est rarissime de voir dans le monde de la finance que des acteurs acceptent d'injecter de l'argent à la veille d'une consultation électorale. Parce que l'argent n'aime pas l'incertitude. Il suffit que le président Donald Trump souffre d'une grippe pour que les bourses s'affolent. S'ils acceptent, ils savent qu'on a une élection présidentielle en février. Ils acceptent de venir injecter de l'argent. Cela veut dire, compte tenu des découvertes du pétrole, comme disent certains, c'est même pas honnête de dire. On y reviendra. En 2014, on n'avait pas encore affiché au monde la disponibilité du pétrole et du gaz. Donc c'est par rapport au programme économique, à la stabilité politique, à la signature, à la crédibilité, au leadership, cette combinaison de facteurs qui sont évalués non pas par nous ou par l'opposition sénégalaise, mais par des institutions sérieuses comme Standard & Poor's, comme Moody's, qui confirment ou infirment la véracité ou la crédibilité des informations qui sont... Merci, on y revient. Alors, Ousseynou, comment est-ce que vous expliquez un peu cette pluie de milliards sur le Sénégal, là où il était juste parti pour avoir 2800 quelque chose comme ça milliards? Merci Georges. À mon tour, je veux m'associer aux mots de compassion que mon co-débatteur, M. Ndao, a eu en direction du groupe WALF. Vous réitérez les condoléances qui ont été celles de notre leader Moustapha Guirassy à l'endroit du groupe Walfadjri et de la famille Niasse et de la grande famille Niassène. Je voudrais, pour ce groupe consultatif de Paris, m'inscrire en faux contre plusieurs affirmations que j'ai entendues. D'abord, l'argent qui a été recherché au niveau des investisseurs à Paris concerne un plan d'action prioritaire, PAP, qui démarrera en 2019. Donc, qui ne démarre pas tout de suite, qui démarrera avec des projets, très certainement d'ailleurs, après l'élection. Ça, c'est une première chose. Donc, de la coupe aux lèvres, comme on dit, il y a loin. Et nous en sommes encore loin. Effectivement, l'État du Sénégal a budgété des projets à hauteur de 2850 milliards et est revenu avec des engagements, et j'insiste sur le terme engagement, à hauteur de 7356 milliards. Ce sont des engagements, ce n'est pas de l'argent qui est mis sur la table. D'abord, pour commencer, les bailleurs qui sont là-bas ne se parlent pas entre eux. Ils font tous des propositions de financement sans savoir ce que leur voisin de gauche ou leur voisin de droite a fait. Ce qui peut
aboutir à la situation dans laquelle on se retrouve avec plus de financements qui sont proposés que de financements qui sont demandés. C'est du surbooking. C'est comme une compagnie aérienne qui fait faire des réservations à plus de passagers qu'elle ne peut en transporter. Au final, elle a une capacité de transporter un certain nombre de passagers qu'elle ne pourra pas dépasser. D'ailleurs, quand vous lisez un journal, vous êtes à Walf, je ne vais pas citer Walf Quotidien qui ne fait pas dans l'information gouvernementale, mais un autre quotidien que nous connaissons tous, qui parle des obligations de l'État ou des bons du Trésor de l'État, à chaque fois qu'il y a émission de ces obligations ou de ces bons du Trésor, l'État demande 30 milliards, l'État demande 40 milliards, on voit qu'à travers les agences financières qui sont chargées de vendre ces émissions-là, on a plus de demandes que ce qui est mis sur le marché en termes de bons du Trésor ou d'obligations. On en met 30 milliards, on dit on a eu 50 milliards de demandeurs de bons du Trésor, mais au final, on ne prendra que les 30 milliards en question. Je mets au défi le régime Sall, le président Macky Sall et son gouvernement, d'absorber et d'accepter les 7500 milliards en question qui sont des offres d'engagement financier. Donc ce n'est pas de l'argent qui sont sur la table. Il faut que les Sénégalais reviennent à la raison. Il n'y a pas de quoi faire des ronds de jambes, vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que de tout cet argent qui est proposé, il n'y a que 2580 milliards qui seront absorbés par le Sénégal, et c'est ça la sagesse et c'est ça la prudence, parce que l'argent ne peut pas précéder les projets. Et le reste? Mais le reste, il faudra bien que le Sénégal revienne avec d'autres projets qu'il propose aux investisseurs, et donc en contrepartie, les investisseurs mettent cet argent-là dans des projets clairement identifiés. Et de ce point de vue-là, je veux parler de quelque chose qui a été dit, l'évaluation. La phase 1 du plan Sénégal émergent a été effectivement évaluée. Elle a été évaluée par les hauts fonctionnaires du Sénégal et non pas par des ressources humaines externes au Sénégal. Et ces hauts fonctionnaires, que je salue au passage, ont donné un bilan négatif de la phase 1 du plan Sénégal émergent. Ils ont dit que cette phase 1 n'a pas abouti à une transformation structurelle de l'économie. Ils ont dit qu'en l'absence de transformation structurelle de l'économie, il n'y a pas de transformation sociale. C'est comme là, vous l'avez lu? J'ai lu ce rapport de la division des prévisions économiques du ministère. Qui a donné une note négative, qui a donné une note négative sur l'évaluation de la phase 1. Ah, absolument. Et donc, on passe à la phase 2 sans consolider la phase 1. Prenons l'exemple du plan Sénégal émergent phase 1 qui disait qu'il y a une partie qui doit être apportée par le secteur privé. Mais au bout du compte, le secteur privé a apporté exactement 0 franc. Quand vous n'avez pas la confiance de votre propre secteur privé, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'aller récolter l'épargne étrangère. On a parlé d'allègement de la dette, je l'ai entendu tout à l'heure, parce qu'on veut éviter de dire le vrai mot. Le vrai mot, c'est que le Sénégal est un PPTE. C'est un pays pauvre très endetté. Nous sommes très endettés et nous continuons de nous endetter. Notre dénomination officielle, c'est que nous sommes très endettés. Nous sommes très endettés. Endettés par rapport à quoi? Après, je vais répondre. Oui. Il vous dit endetté par rapport à quoi? Non. Nous sommes un PPT, nous sommes endettés, un pays pauvre très endetté. Oui. Nous sommes endettés par rapport d'abord à notre capacité de paiement du service de la dette. Le service de la dette, c'est-à-dire l'argent que l'État du Sénégal consacre à rembourser la dette, se montait à 24% des recettes de l'État du Sénégal en 2014. En 2018, nous sommes à 30% des recettes de l'État qui servent au service de la dette. C'est-à-dire que finalement, nous faisons du soulbouki soulibouki. Nous empruntons pour rembourser. C'est ça que ça veut dire. L'État du Sénégal est très endetté par rapport également, j'allais dire, à des ratios qui sont fixés au niveau communautaire. Nous dépassons notre déficit. Nous sommes à 3,5%. Vous me direz que 0,5%, ce n'est pas important parce que l'Union économique et monétaire ouest-africaine prescrit 3%, mais nous sommes quand même dans un déficit.
Aujourd'hui, on nous présente un budget dont on nous dit que c'est un budget social, mais ce budget-là, et j'en viens, quand on emprunte, c'est pour dire que quand on emprunte, il faut que ce soit pour investir et non pas pour payer des dépenses, notamment pas des dépenses de personnel. Le budget qui est en train d'être voté, les dépenses de personnel ont cru de plus de 350 milliards. Ce n'est pas soutenable, c'est problématique, c'est électoraliste, c'est quelque chose qu'on va laisser en legs à ceux qui prendront le pouvoir. Moi, je rétorque que cette confiance en la signature du Sénégal, elle ne date pas de maintenant, parce que nous sommes quand même la 4e économie ouest-africaine, après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous sommes la 2e économie ouest-africaine francophone après la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qui a été construit par les régimes précédents. Donc, nous ne sommes pas une petite économie à notre échelle. Cela est vrai. Cela ne commence pas par le président Macky Sall, vous semblez dire. Je dis que ça ne passe pas par le président Macky Sall, dont les dépenses en investissement ne sont pas pertinentes parce qu'elles ne favorisent pas le développement durable inclusif. On nous parle d'émergence, c'est un bien grand mot. On ne peut pas parler d'émergence pour un pays comme le Sénégal. Je dis que... Ah oui? Comment ? Il n'y a pas d'émergence au Non, Sénégal. mais je veux dire, l'émergence est un concept économique très défini. Ce sont les BRICS qui sont les pays émergents. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Ce sont les dragons asiatiques qui sont les pays émergents. Ce sont les tigres asiatiques dont la Malaisie. On aspire à l'émergence. Oui, le Sénégal aspire à l'émergence. Quand le dernier de ces pays émergents a un PIB qui est 20 fois supérieur à notre PIB, on ne peut pas dire qu'on aspire à l'émergence simplement parce que des cabinets nous ont vendu la notion d'émergence et que nous la vendons à notre peuple qui pense que l'émergence arrivera par un coup de baguette magique. Je vais après chez vous. Alors, M. Ndao, vous avez écouté un peu le discours de M. Gueye. Il parle d'abord d'un pays très endetté, d'ailleurs tout le monde le dit. Alors, en tout cas, l'opposition semble dire que le président Macky Sall est en train de s'endetter lourdement pour le Sénégal et que cela pourrait porter préjudice à peut-être à plusieurs générations. Sinon, bon, Ousseynou, vous l'avez entendu également par rapport, en tout cas, à l'évaluation de la phase 1 de ce PCS qui a été, en tout cas, négativement noté. Alors, que répondez-vous? Je vous remercie. Le problème de l'opposition dans son ensemble, c'est comme cette histoire de quelqu'un qui marche. Si vous marchez sur l'eau, si président Macky Sall marche sur l'eau, on dit oui parce qu'il ne sait pas nager. S'il sautille, on dit il va enlever la poussière. En Wolof, on dit que c'est Wujudi Salam, Dorset. Mais l'évaluation de la phase 1 du PSE depuis 2014 a été faite. Il y a des insuffisances, certes, mais il y a des avancées monstres. Pour en venir, je prends les Sénégalais à témoin. On avait parlé de transformation structurelle de l'économie, pas par un coup de baguette magique. Par des investissements structurants en commençant par les infrastructures. Je prends toujours les Sénégalais à témoin. Quand les routes sont réhabilitées au niveau des infrastructures, il y a les routes de Kaolack, Fatick, réhabilitées. Toutes les routes qui avoisinent dans le Sine et Saloum ont été réhabilitées. C'est des investissements. Pour clarifier, avant de venir au niveau des infrastructures, pour clarifier que dans la phase 1 du PSE, l'État n'avait pas dit que le secteur privé était prioritaire. L'État a commencé par compter sur lui-même, c'est-à-dire par les investissements publics, et essayer d'ouvrir la porte pour les investissements privés. Et pour revenir sur l'évaluation de la phase 1, les infrastructures des ponts ont été construits. Dans beaucoup de pays, les présidents construisent des murs. Le président Macky Sall construit des ponts. Le pont de Farafenni. Et bientôt le pont de Rosso, le pont de l'émergence, le pont de Garonga. Il y a une réhabilitation progressive des centrales Sénélec. À cela, il a dit, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin parce que notre économie est très tributaire des chocs pétroliers. Il a proposé la diversification par le mix énergie, ce qui a fait qu'on est passé de 500 MW environ en 2012 à 1100 MW, toujours parmi les infrastructures qui ont été où l'argent où l'argent collecté a été utilisé. À cela s'ajoute naturellement
la liste des Dakar Arena, Tour, etc., CICAD, Arena Tour, l'Arène nationale, et le prolongement de la VDN, c'est-à-dire il a Saint-Louis, il a Touba, le Terre, qui va être bientôt inauguré le 19 janvier. C'est des investissements qui sont faits à partir de la première phase, parce qu'il faut une mobilité urbaine, il y a le développement de la ville de Diamniadio dans cette phase. Donc ça, c'est au niveau des infrastructures. Au niveau de l'énergie, je vous ai expliqué réhabilitation des centrales, et diversification des sources d'énergie, extension de ce qu'on appelle les IPP, Independent Power Producers, c'est-à-dire qu'on permet à des privés de produire de l'électricité et de revendre à la Sénélec. Ça, c'est sur le plan énergétique. Et le Khouy Khamat dont il parle a pratiquement disparu pour le moment. La compensation tarifaire Sénélec, qui était de 162 milliards par an, héritier de l'ancien régime, est passée à nul jusqu'à cette année où il y a eu peut-être 75 milliards et puis 125 milliards de caution, de cautionnement Sénélec. Pour mieux comprendre les efforts qui ont été faits par le président Macky Sall, il faut remonter 2012 où il y avait des urgences sociales, des urgences sécuritaires, des urgences alimentaires, des urgences agricoles, des urgences médicales, sanitaires, etc. Pour régler l'ensemble de ces urgences, il a commencé par faire ce qu'on appelle l'assainissement du budget, des finances publiques. La crédibilité de nos programmes vient de la cohérence, du programme qui est déroulé. On a commencé par s'ajuster, par un ajustement structurel, accompagné des réformes. Il y a eu les réformes foncières, les réformes cadastres. Le cadastre minier même a été réformé, c'est-à-dire qu'on sache combien on gagne sur les ressources minières. On est allé à l'ITIE. C'est autant de phénomènes. C'est cette cohérence qui a conduit à la première phase d'avoir le financement. Maintenant, au niveau de l'habitat social, la première phase a réglé ce problème. La ville de Diamniadio, quand elle a été construite sur la base de facilités faites aux promoteurs, Jetran, Telium, Senec India. Pourquoi? En leur donnant le terrain à 270 francs le mètre. Exonération fiscale, à une condition que 30% des immeubles qui seront construits selon des normes respectant le caractère, l'aspect sismique, l'aspect argileux du terrain, 30% des appartements qui sont là-bas, ou des villas qui sont construites, sont des villas ou des appartements sociaux. C'est du social. Ça fait partie exactement du programme économique tel que déroulé pendant la première phase. Ça vous semblez faire quand même le bilan du président. Non, je ne fais pas le bilan. Que répondez-vous à M. Gueye quand il vous dit que vous êtes en train de faire ce qu'on dit en Wolof sous le bouquet sous le... C'est-à-dire vous vous endettez pour payer vos dettes. Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça pour la dette. Oui. Avec les infrastructures, il a oublié, le monde rural n'était pas en reste. Le PUDC, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout le monde sait. Les gens qui vivent à Dakar ont entendu parler du PUDC, les gens qui vivent à l'intérieur du Sénégal savent les avancées qui ont été faites dans leur environnement en termes de piste rurale, en termes d'aménagement des travaux agricoles chez les femmes, en termes d'hydraulique, etc., en termes de rectification rurale. Ça, j'en parle pas. Ça, c'est toute la phase, c'est l'évaluation de la phase 1. Maintenant, il parle de surendettement. D'abord, il faut qu'il sache que tous les pays qui veulent de la croissance financent leur programme économique à partir de l'emprunt. L'État a 3 sources de financement de son économie. La première source, c'est les recettes fiscales, la collecte de recettes fiscales. Si elles ne sont pas suffisantes, vous passez à l'emprunt. Si ce n'est pas suffisant, vous favorisez le financement de l'économie par les banques et les compagnies d'assurance. On ne peut pas financer une croissance si on n'a pas ça. On est endetté. Pourquoi je lui ai posé la question? Sur endetté par rapport à quoi? Si c'est par rapport au ratio, l'UEMOA dit maximum 60, les critères de convergence, 70%. C'est-à-dire que si vous vous endettez au-delà de 70, vous compromettez la stabilité macroéconomique, l'équilibre macroéconomique. Et pour rappel, 2006, le Sénégal était à 71%.
C'est pourquoi d'ailleurs, au Club de Paris de 2006, on nous a épongé des dettes, ce qui a réduit. Après, le cycle est allé très vite. Maintenant, à ce jour, nous sommes à 47,5%. Parce que le PIB, il est à 13 milliards. Notre niveau d'endettement n'est pas alarmant. Le Fonds monétaire Dixit, les agences de notation Dixit. Faible risque de surendettement. Et ce n'est pas mauvais de s'endetter quand vous avez de la croissance. Nous avons de la croissance. 7% de croissance. Vous avez bien dit, le déficit budgétaire 3,5. Aux États-Unis, ils ne connaissent même pas le montant de leur déficit parce qu'eux, ils financent leur croissance par le déficit. 3,5. Nous sommes à 3,5. Et quand on est venu en 2012, on était à 6,5 de déficit. Donc des milliards en moins dans l'économie. C'est pourquoi New York, dëkk bi dafa màgg. Parce que le déficit était à peu près 6,7%. Nous l'avons ramené progressivement de 2012 jusqu'à 2018 à 3,5 pour le maintenir dans les critères de convergence. D'accord. Alors, Ousseynou Gueye, apparemment, M. Ndao semble avoir... Non, c'est pas Gueye, c'est Ousseynou. Ousseynou Gueye. Ousseynou Nar Gueye. Alors, il semble avoir détruit tout votre argumentaire par rapport à la dette. Si vous voulez, bon, déjà, le PIB n'est pas à 13 milliards, il est à 16,5 milliards. Mais vous savez, on dit la guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux seuls militaires. Parce que ce ne sont pas les militaires qui auront en charge les questions de règlement de la paix et les questions de développement qui viendront après la guerre. Je vais rétorquer la même chose à M. Ndao qui est économiste. Le développement durable et inclusif d'un pays est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls économistes. On ne peut pas être sur ce plateau à inonder les téléspectateurs qui nous regardent de chiffres et de pourcentages sans dire la signification. Je viens justement au fait. Pour dire la signification qui est derrière ces chiffres. Parce qu'un chiffre, finalement, ce n'est qu'un signe. Hein. Selon, vous en avez utilisé beaucoup, selon un montant, selon qu'on le dise en francs CFA, en dollars ou en euros, il peut passer du milliard au million. Vous le savez, nous, c'est le sens et la signification qui nous importent. Et de ce point de vue-là, je vous dis d'abord, l'évaluation de la phase 1 du PSE par les hauts fonctionnaires sénégalais même a été plus que mitigée, elle a été négative. Ensuite, ce qui se passe... Il vous a expliqué. Mais je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. On me dit il y a des infrastructures routières, on me dit il y a de l'électricité. Mais vous savez, les infrastructures routières mises en place par financement emprunté par l'État ne servent à rien s'ils ne servent pas à faciliter le transport de biens marchands, l'évacuation des récoltes qui sont dans l'intérieur du pays. L'électricité, c'est la même chose. Elle ne sert à rien. Je vais en venir. L'électricité, ça ne sert à rien d'en produire s'il n'y a pas des industries qui sont créées pour consommer cette industrie-là. Et c'est le secteur privé qui crée ces industries-là. Le PUDC, le PRODAC, l'ADER, etc. Je veux bien consentir que le régime sale est très fort en acronymes qui sont des slogans en eux-mêmes. Mais la réalité des faits, je dis, elle dément ce qui est en train d'être affirmé ici. C'est-à-dire que tous ces milliards-là, en fait, il n'y a pas de conséquences directes sur le vécu des Sénégalais. Non, mais je vais en venir sur des réalisations qui ont été mentionnées avant de passer à ça. Ce qui est important, quand on me dit endetté par rapport à quoi, je dis endetté par rapport à la destination de cet emprunt. Il faut s'endetter pour de l'investissement et là, ça se justifie. Un pays comme Singapour est endetté à hauteur de 100% par rapport à son PIB. Mais c'est pour de l'investissement. C'est pour de l'investissement et pas pour des dépenses de prestige ou des dépenses sociales ou de personnel, même si le social est important. Dakar Arena, 35 milliards pour une utilisation... Le terre, c'est un investissement utile quand même. Pour une utilisation depuis que ça a été inauguré 2 fois, et ça a été à la limite des organisations politiques folkloriques au service du président sortant, je dis, il aurait été plus utile économiquement de faire plusieurs centres
terrain multifonctionnel ou bien terrain de basket où des jeunes Sénégalais dans toutes les régions du Sénégal auraient pu s'entraîner pour après pouvoir s'exporter dans les championnats internationaux et renvoyer de l'argent en direction du Sénégal, plutôt que de dire on va faire une arène de prestige comme l'Arena. Donc c'est un investissement, c'est un investissement nul pour vous. Et l'autre chose que je dis, c'est que ce que nous empruntons ne sert ni au secteur privé, ni au pays, parce que tout est réexporté vers l'étranger. Le terre, pour 800 milliards TTC, il y a 110 milliards qui sont mis par l'État du Sénégal. L'État est allé chercher le reste à la BAD, à la BID et auprès de l'AFD. Et conséquence, tout l'argent est retourné auprès d'entreprises françaises que sont Alstom, que sont Engie et que sont Thales. Ce qui fait qu'au bout du compte, non seulement l'argent qu'on a emprunté, on le remet dans leur poche, mais pendant 25 ans, on continue de rembourser cet argent-là. Et quand on dit que ce sont nos petits-enfants qui vont payer cette dette-là, soyons d'accord sur un fait, Georges. Aujourd'hui, nous vivons moins bien que nos parents qui ont 50 ou 60 ans ou 70 ans. Parce qu'eux sont propriétaires d'une maison. Nous, nous sommes locataires. Et nos enfants vivront à ce rythme-là moins bien que nous. Parce que comment ils vont rembourser les emprunts que nous sommes en train de faire sur leur dos aujourd'hui? Ça veut dire qu'on va renchérir le coût de la vie. Ça veut dire que la TVA, les impôts directs, etc., les impôts indirects vont augmenter. C'est ça que ça veut dire concrètement. Donc, les emprunts qui sont en train d'être faits aujourd'hui ne préparent pas l'avenir. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai bien peur que ce soit j'allais dire, des préemptions qui sont prises sur le gaz et le pétrole sénégalais qui ont été découverts par ces investisseurs-là, qui se disent, on aura en tout cas des ressources minières sur lesquelles se rabattre pour se faire rembourser. Justement, Ousseynou l'a évoqué tout à l'heure, certains disent, par exemple, si les bailleurs sont si prompts à dépenser de l'argent, à injecter des milliards, c'est tout simplement à cause du pétrole. Ils ont injecté en 2014, le pétrole n'était pas encore là. Vous savez, depuis des millions d'années, le pétrole est dans le sous-sol du Sénégal, depuis des centaines de millions d'années. Le président Macky Sall les a valorisés. Il les a valorisés. Ça fait partie des actes. On n'en parle pas. Les gens pensent que le pétrole est tombé. Il est là depuis tous les régimes, depuis 100 millions d'années. Il l'a valorisé. Avant de valoriser le pétrole, pendant qu'il valorisait le pétrole, il s'ajustait, il faisait des réformes. Il luttait contre les inégalités sociales et les disparités régionales. Je viens de lui expliquer le PIDC. Il a raison. Les économistes ont unanimement salué l'amélioration des pistes de production à travers le PIDC. Parce que en tout cas, les DAC sont un échec. Les domaines agricoles communautaires sont un échec. Oui. Ils sont fermés. Non, mais c'est une œuvre humaine. Moi, quand je suis allé pendant la campagne en 2011, dire aux populations, je ne leur ai pas dit que Macky Sall était un magicien. Je leur ai dit, ni un prophète, c'est un être humain. Doublé de compétences, de volonté, de détermination, de vision et de sérieux pour conduire le bateau, le Sénégal. Mais est-ce qu'il faut s'endetter, est-ce que M. Ndao, est-ce qu'il faut s'endetter véritablement pour faire des dépenses de prestige, comme l'a évoqué tout à l'heure? Il y a un problème, c'est qu'au niveau de l'opposition, on pense toujours, on a une appréciation des priorités. Une appréciation singulière, individualisée des priorités. Les uns disent que Dakar Arena, c'est pas la peine. Les autres disent que l'arène nationale, etc. Le terre. Mais tous ces investissements sont réfléchis dans un cadre intégré et harmonieux. Je vous ai parlé de l'originalité du programme de Macky Sall, qui du reste a un programme et un bilan. C'est qu'il y a une cohérence dès le début. Si vous prenez Arena Tour, vous dites Arena Tour, ça sert à rien. SICAP, Centre Abdou Diouf, ça sert à rien. Radisson de Diamniadio, encore moins. Il est déficitaire. Qui n'appartient pas à l'État. Ah si, c'est l'État qui a emprunté pour le construire et qui l'a mis sous l'enseigne Radisson pour l'exploiter. Il appartient à l'État. Je vais vous expliquer. C'est tout un programme intégré. Le terre, si vous l'enlevez de la promotion de la ville de Diamniadio, des pôles urbains de Diamniadio, le terre n'a aucune signification. Le terre, c'est pas uniquement, c'est une mobilité. Dakar, en 2035, Dakar aura peut-être 25 à 30 millions d'habitants qui vont se réveiller ici.
il faut dès à présent tirer la capitale vers l'intérieur. Aménagement du territoire, c'est la raison d'être des investissements comme pôle de Diamniadio, pôle urbain de Diamniadio, et mettre une mobilité rapide comme dans les grandes métropoles. Il a vu qu'en France, apparemment, en Occident, il sait, le train express régional, ça sert à désengorger la couronne. Et c'est exactement le même principe. Ici, en construisant le terre, vous impactez sur le coût du loyer. Dakar sera, il y aura moins de pression population, de pression sur Dakar. Et tout ce qui est entre Dakar et l'intérieur du pays, toutes les terres que va traverser le terre, ces terres vont être valorisées. Ça c'est sûr. Parce qu'il y aura une possibilité de mobilité. Ça va impacter sur l'accessibilité au logement. Parce que je vous ai dit que dans la phase 1, il y avait l'habitat social qui était prévu. Et ce n'est pas par hasard. Parce que quand les gens sont venus voir le président en lui disant, quand le président leur a dit, écoutez, faites tout pour baisser les loyers à Dakar. Parce que moi, je veux protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. J'ai renoncé à 34 milliards ou 34 milliards d'impôts sur les personnes physiques pour une amélioration du pouvoir d'achat en 2013. Je veux continuer cette amélioration en légiférant sur le loyer. Les gens, ils m'ont dit, oui, on va légiférer. Il a dit, ça ne suffit pas. Si vous légiférez, après, il y a toujours des moments de contournement. Il a commencé, c'est là où il a commencé à tirer la ville de Diamniadio pour impacter sur le foncier au niveau de Dakar. Et ça fait partie de son programme. Mais si vous prenez Dakar Arena, vous dites que c'est inutile. Sur le plan diplomatique, nous avons pu gagner l'organisation du JO. Du JO, oui. On attend que les JO arrivent pour faire cet investissement. Écoutez, soyons un peu plus sérieux. Quand on gère un État, il y a un ensemble d'agrégats. Je ne parle même pas d'économique qu'il faut prendre en compte. Si vous permettez, oui, déjà je voudrais dire que les JO s'organisent dans la ville de Sali et pas à Diamniadio. Ah non, Sali et Diamniadio, c'est pareil. Sali et Diamniadio, ce n'est pas exactement pareil. Il est en train de vous dire, parce que tout à l'heure vous aviez dit que Dakar Arena, c'était peut-être... Dakar Arena, 25 milliards inutile. pour organiser des compétitions sportives ponctuelles. Le Sénégal a gagné l'organisation des JO. Des JO de la jeunesse, j'en suis d'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette caractérisation de l'investissement par la dette est problématique. Nous, notre premier problème, c'est que le plan Sénégal émergent s'arrête à Diamniadio. Et c'est le programme de Moustapha Guirassy. Si ce que nous voulons, c'est l'inclusion de la périphérie et des régions périphériques du Sénégal. Il dit... Vous êtes allé à l'intérieur du pays pour constater que le plan Sénégal émergent nous le constatons chaque jour parce que nous avons des contacts à l'intérieur du pays qui nous disent cela. Ils ne sont pas émergents. Mais il n'y a pas un début d'émergence. On nous dit on met 800 milliards à Dakar pour 57 km de route, enfin de chemin de fer, de TER, parce que dans 20 ans ou 25 ans, il y aura 25 millions de Sénégalais qui vivent à Dakar. Mais le premier échec, il est là. Le premier échec, c'est qu'on ne devrait pas renforcer la macrocéphalie de Dakar en faisant en sorte que dans 20 ans, 30 ans, il y ait 3/4 des Sénégalais qui vivent à Dakar. La deuxième chose, le PSE ne lutte pas contre les inégalités sociales. La première inégalité, elle réside dans l'école. Oui. La loi sénégalaise prescrit qu'il faut être à l'école un minimum de 10 années de scolarité. À la fin de la phase 1 du PSE, ce qu'on a observé, c'est que la vie scolaire moyenne au Sénégal est de 3 années et demie. C'est-à-dire qu'on est encore très loin des 10 ans. Et les inégalités qui naissent de l'éducation et surtout du manque d'éducation, ces inégalités-là, elles se perpétuent tout le long de la vie. On ne peut pas être dans un pays où on a des abris provisoires et on parle de Dakar Arena. On ne peut pas être dans un pays où, selon les estimations
les plus expertes, il y a 47% de la population qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, et on dit qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Ce qu'il faut, c'est une distribution équitable des investissements sur tout le territoire national pour créer des pôles de développement, lesquels pôles vont tirer et agréger autour de la compétitivité et de l'initiative privée. Nous aurions compris. On nous dit qu'on n'a pas besoin finalement l'investissement des investisseurs privés et du secteur privé et que l'État a compté sur lui-même. Mais ce qu'on constate, c'est que quand on a fait l'autoroute à péage, c'est un privé qu'on a allé chercher pour l'exploiter. Quand on fait d'autres investissements, je vous ai parlé du Radisson, je suis désolé de le dire, c'est l'État qui a emprunté auprès des Turcs pour construire le Radisson qu'il a confié à l'enseigne en question. Mais on le confie à l'enseigne privée en question pour l'exploiter et espérer qu'elle va payer l'État pour rembourser. Donc, je dis, on a besoin de ce secteur privé-là. J'aurais compris qu'on mobilise l'épargne nationale, j'aurais compris que comme dans des pays véritablement émergents, quand on cherche à lever des fonds, on demande aux Sénégalais qui croient dans leur pays de mettre de l'argent pour ce plan Sénégal émergent-là. Parce que quand même, il y a de l'argent au Sénégal. Il est peut-être inéquitablement réparti, mais on sait que le Sénégal, devant les investissements directs étrangers, devant l'aide publique au développement, reçoit en priorité des fonds envoyés par la diaspora sénégalaise. Pourquoi cette diaspora sénégalaise-là, qui envoie de l'argent pour soutenir les familles, ne pourrait pas, si on les convainc que tel projet est bancable, soutenable, va rembourser ces investisseurs, pourquoi ils ne mettraient pas de l'argent? On n'a même pas mobilisé 1 milliard, je ne parle même pas de 100 milliards, mais 1 milliard auprès de l'épargne privée nationale. Donc je dis, cette phase 2-là, je suis désolé, c'est 14 000 milliards en tout, de 2019 à 2024, dont 9 000 milliards qui sont mobilisés pour 5 000 milliards par l'État du Sénégal et 4 000 milliards pour l'État du Sénégal et 5 000 milliards auprès des partenaires techniques et financiers bilatéraux. Et donc, il restait les 4 000 milliards. Donc, quand on va chercher 2 850 milliards au groupe consultatif de Paris, il faut savoir que la différence, on la demande au secteur privé. Le même secteur privé qui déjà dans la phase 1 n'avait pas investi. Donc je dis, il y a déjà des problèmes de projection financière de ce point de vue-là. Donc, je voudrais conclure pour dire que quand on parle de 2012, nous d'abord, nous ne sommes pas comptables de 2012. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez la situation qui a été celle du Sénégal pendant 2 ans. Vous étiez là en 2012, vous étiez dans le gouvernement en 2012. D'accord, je vous le concède. Oui. Je vous le concède. Ah si. Mais vous étiez là, Guirassy était bien ministre et vous étiez avec lui. C'est la preuve, voilà. C'est la preuve que c'est un homme d'État qui a été aux responsabilités, qui a géré un secteur important qui était en charge de quelque chose qui tire l'économie nationale, ce sont les télécommunications, et ensuite de quelque chose qui est l'avenir de ce pays, c'est l'économie numérique, et qui en plus a porté la parole de tout un gouvernement. Donc je veux que vous soyez d'accord avec moi que de ce point de vue-là, Moustapha Guirassy, qu'il ait été au gouvernement, c'est la preuve qu'il est un homme d'État et qu'il a vocation à avoir à nouveau en charge les affaires de ce pays. Nous sommes d'accord. Mais je dis qu'il a prévalu une situation nationale avec l'ensemble finalement de la communauté internationale qui cherchait à asphyxier Maître Abdoulaye Wade pour l'empêcher d'avoir le fameux 3e mandat auquel il prétendait. Les robinets étaient fermés. D'ailleurs, si vous vous rappelez, la première chose après sa visite, après son élection que Macky Sall a fait après sa visite en Gambie, c'était de se rendre en France pour, dit-il, aller demander à ce qu'on lui donne de l'argent pour payer les salaires au Sénégal. C'est ce qu'il a fait. D'accord, je reviendrai. Oui, Habib Ndao. Vous avez un problème de projection financière, comme il le dit. Pour corriger d'abord, avant, le président Macky Sall, après sa prise de fonction, n'était pas parti à Paris pour des problèmes de salaire uniquement. La campagne agricole était budgétisée, mais il n'y avait pas d'argent. Wade avait utilisé, l'ancien régime, le président Wade, avait utilisé cet argent
destinés à la campagne agricole, il l'avait utilisé à la campagne agricole. Est-ce que vous n'avez pas utilisé aussi vos milliards Le FMI dit que vous avez les mêmes tensions de trésorerie. Le FMI l'a dit il y a 2 mois. On a des tensions. Moi, je ne dis même pas tension. Avoir une tension de trésorerie, c'est pas la fin du monde tant que vous payez les salaires et que vous avez de la croissance. Ça, c'est un autre débat. Mais je vais en venir pour clarifier que moi, je ne suis même pas d'accord qu'on soit en tension de trésorerie. Parce que moi, j'ai été là quand il y a eu véritablement tension de trésorerie, retard dans le paiement des salaires, difficulté pour payer les salaires. J'ai commencé ma carrière de banquier et je sais ce que c'est. Yalla bu Sénégal yegg foofu li ñu nekkee c'est des difficultés dues à des inadéquations entre le temps d'entrée des recettes et les dépenses immédiates à faire. Qui est dû surtout à l'absence, à l'incohérence de la collecte des recettes fiscales. Dû à des chocs exogènes tels que la montée du baril. Le FMI dit que les recettes fiscales ne sont pas correctement prélevées. Ce n'est pas ma référence. Je vais vous expliquer. Moi, ma référence, c'est le plan Sénégal. Quand c'est le groupe consultatif, vous êtes d'accord que le FMI est un référent? Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit, c'est la cohérence du programme Sénégal émergent qui est moi mon référentiel. 14 pays africains parlent de plan émergent. Je vais répondre à... Et ils sont émergents. Ils ne le sont pas. Il a dit que le PSE ne règle pas les problèmes d'inégalité sociale. Allez demander aux titulaires de la carte d'égalité des chances. Allez demander à ceux qui profitent de la carte Sésame. Allez demander aux gens qui ont la couverture maladie universelle ou les bourses familiales. Vous n'en avez pas besoin. Parce que peut-être vos lunettes coûtent un peu plus cher. Je le concède, coûte trop cher. Si on est en ville, on ne peut pas comprendre l'impact et l'utilité quand les villageois disent que depuis l'indépendance, c'est la première fois qu'on nous fonctionnalise, qu'on reçoit quelque chose de l'État à titre de salaire. Il l'appelle salaire, c'est une aide. Ok. Ça, c'est donc pour dire que quand il dit que le PSE ne règle pas les disparités sociales. Oui. Le PSE va jusqu'à régler les inégalités, les disparités régionales. Quand le président Macky Sall a mis l'acte 3, il a fait une communalisation intégrale. Il a dit qu'il n'y a plus de communauté rurale, il n'y a plus de ruralité. Avec son lot de problèmes. Absolument. Chaque décision a un lot de problèmes. Je vais vous faire une confidence. Quand vous êtes au cœur de l'État, si vous entendez un problème sérieux, comme quand on a dit l'eau Kermassa, il y a à peu près 9 problèmes de sensibilité similaire, d'intensité, de gravité, qui ont été réglés sans que pourtant les populations ne soient au courant. Les problèmes ne sont pas des alibis, c'est des épreuves à surmonter. Chez Macky Sall, c'est l'homme Macky Sall, je ne dis pas le président. Vous venez vers lui, il vous dit ce qu'il veut, vous lui dites les problèmes, il vous dit débrouillez-vous, mais trouvez-moi les solutions idoines. Je vous donne un autre exemple. Quand il s'est agi de répercuter le cours du baril et la hausse du dollar sur l'électricité et le gaz, parce que depuis que le président Macky Sall est là, vous n'avez pas entendu de pénurie de gaz. Mais il est fait. Quand les techniciens, le Fonds monétaire, les techniciens du ministère, tout le monde lui a dit, président, il faut qu'on répercute le cours du baril et la montée du dollar. Il a dit, je ne veux pas du tout, parce que ma conviction profonde, c'est lutter contre les inégalités sociales, protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais. Il a dit non, je refuse. On lui dit, il n'y a pas d'autre. Il a dit, trouvez une autre solution, mais les Sénégalais, je ne peux pas faire un renoncement fiscal, augmenter, il n'y avait pas d'élection, hein, c'était en 2013, augmenter réduire 2 fois le prix de l'électricité et de l'essence à la pompe, et venir aujourd'hui, ce n'est pas donc des considérations électorales, c'est une conviction profonde chez l'homme. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, écoutez, moi, je ne demande pas qu'on répercute. Mais tous les pays importateurs de pétrole ont répercuté l'impact de ces chocs exogènes. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il a pris le pouvoir, dès qu'il a pris le pouvoir, il connaît le fait que notre croissance, comme il l'a dit, n'était pas inclusive, n'était pas
résiliente face au choc. Il a commencé à diversifier les mix énergie. Il a commencé à valoriser le pétrole. Voilà, merci. Merci, M. Ndao. On va évoluer tout à l'heure. Avant d'évoluer, il nous reste juste quelques minutes. Oui, mais juste une petite conclusion. Moi, je voudrais, sur cette question de l'électricité, signaler qu'il y a exactement un an, la Sénélec a signé un emprunt auprès de l'Agence française de développement pour 130 milliards de francs CFA. Là encore, c'est un développement qui est financé par l'emprunt et qu'il faudra bien payer. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Par rapport à cette prétention, cette affirmation de développement inclusif, je pense que c'est aller un peu trop vite en besogne que de l'affirmer comme ça. Parce qu'on a aujourd'hui des politiques publiques qui ne sont pas soutenables. La CMU aujourd'hui, par défaut de remboursement auprès des structures sanitaires, n'est plus acceptée. Les 400 000 bourses familiales, passer de 100 000 bourses familiales à 400 000 bourses familiales, qui sont peut-être un filet social comme un autre qu'on peut utiliser dans des pays où il y a une problématique de chômage, de sous-emploi rural, on veut bien le comprendre, mais ce qui est soutenable, c'est d'aider les paysans à vivre de leur travail et de leur production. Aujourd'hui, les 50% de population active qui sont dans le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, se partagent 17% de notre PIB. Pendant que 30% se partagent 23% dans le secteur de l'industrie et enfin le reste se partage, laissez-moi terminer là-dessus, c'est-à-dire les services. Sur les chiffres, hein. Vous terminez sur les chiffres. Je termine sur les chiffres parce que vous les avez mis sur la table. Vous les avez mis sur la table. Mais je dis en tout cas que ce ne sont pas des politiques publiques soutenables. On ne peut pas, comme disait l'autre, plutôt que de donner du poisson tous les jours, il vaut mieux apprendre à pêcher aux gens. Les domaines communautaires qu'on a mis en place sont à l'arrêt. On en crée encore un à Sangalkam. Je veux dire, ce que le monde rural est en droit d'attendre, c'est qu'on les aide dans la capacitation de l'agriculture, de l'évacuation de leur récolte et de la mise en marché. C'est pas de leur donner rapidement. Monsieur Ousseynou-Gueye, nous allons donc passer au deuxième thème qui va nous prendre peut-être 5 minutes. Chacun aura de toute façon son mot à dire. Alors, votre candidat, monsieur Guirassy, Moustapha Guirassy, donc, a déposé, paraît-il, ses parrains hier. C'est exact. Il est 17e. Alors, est-ce que vous attendiez quand même à autant de candidats avec le parrainage? Mais, je pense qu'il y a une justice immanente à travers son ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Le président sortant a imaginé tous les artifices pour limiter au maximum le nombre de candidats, puisque la théorie, c'était de dire qu'il fallait maximiser le nombre de candidats aux législatives. On a eu 45 listes. Le Premier ministre avait dit qu'il n'y aurait même pas 5 candidats. Eh bien, l'histoire va lui donner tort. Je suis en mesure de vous le dire. Et il est normal, il est souhaitable que dans une démocratie comme le Sénégal, qui n'a jamais connu de coup d'État, dans lequel il y a une consultation populaire pour la présidence de la République tous les 5 ans ou 7 ans, qu'on donne la possibilité à tous les projets de société qui peuvent être proposés, qu'ils aient la latitude d'être proposés. Oui, on ne peut pas mécaniquement... On ne doit pas aller à une élection présidentielle juste pour remplir son CV. Ils étaient 31 au Mali. Oui. Ils ont élu un président. Je veux dire, ils ont eu un deuxième tour. Donc, je veux dire qu'il y ait 17 candidats. Je veux dire, il y a des candidatures, même si elles sont uniquement de témoignages, qui sont totalement légitimes et qui ont vocation à se présenter à cette élection présidentielle. Je veux dire, par le passé, si je prends quelqu'un comme M. Dieye, dont le slogan était Allahu Aïdoun, qui a été candidat, ou si je prends Madior Diouf... Le papa de Cheikh Bamba Dieye. Tout à fait, ou si je prends Madior Diouf, qui a été candidat, ou le professeur Iba Der Thiam, qui a été candidat à la présidentielle, ils avaient quand même quelque chose à dire à ces élections-là.
qui valaient la peine d'être écoutés. Donc je pense qu'il faut laisser le libre jeu de la démocratie se faire. Il ne faut pas banaliser quand même la fonction présidentielle. Non, il n'y a pas de banalisation. Il n'y a pas de banalisation. Oui, monsieur Ndao, est-ce que là vous attendiez quand même à ça? Parce que là, apparemment, comme le dit Ousseynou Gueye, vous aviez quand même un schéma pour limiter le nombre de candidats. Malheureusement, vous avez provoqué même une éclosion, pour ne pas dire une pléthore de candidatures. Oui. Oui. Donc, apparemment, tous vos plans sont faussés. Non, là, vous attendez avec 5 candidats avec le parrainage. Là, vous trouvez peut-être avec une vingtaine. Le premier enseignement, c'est nous, politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure off the record, qui avons créé cette situation parce qu'au législatif, il y a eu 47 listes. Promues par vous. C'est une appréciation. Mais il y a des listes qui ont dit qu'elles étaient financées par le pouvoir. Oui, mais approuvées. Vous ne les avez pas traînées en justice, vous ne l'avez pas contesté. Il y a beaucoup de choses qu'on dit qui sont loin de la réalité. C'est parfois de la perception de bonne foi. C'est parfois on le dit de bonne foi. Mais ça s'est avéré. Farba Senghor qui le disait et aujourd'hui un soutien de Macky Sall. Il y en a d'autres que je ne citerai pas. Vous n'avez pas des ennemis permanents, vous n'avez pas des amitiés. Vous n'avez pas des amitiés permanents. Nous n'avons que des adversaires. Oui, voilà, exact. Ce qui fait que le parrainage tel qu'il est institué, nous politiques, nous tous, de tous bords confondus, nous avons créé cette situation parce qu'on doit du respect aux Sénégalais. La fonction même de maire est une fonction tellement sérieuse qu'on ne peut pas s'aventurer à mettre sur la table, à la face des Sénégalais, 47 listes. C'est même à la limite irresponsable. La politique est une affaire très sérieuse. C'est dommage que c'est infesté actuellement de chercheurs d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la politique pour trouver un emploi, qui n'ont pas de métier, mais qui veulent un emploi. Ou qui ont un métier, mais qui préfèrent prendre le raccourci. Parce que le système étant ce qu'il est, la démocratie, c'est le nivellement par le bas, malheureusement. Et ce que je regrette depuis que je suis entré en politique, c'est qu'il y a beaucoup de Sénégalais compétents, professionnels, qui ne veulent pas toucher à la chose politique. Qu'ils viennent, parce que s'ils laissent la place à des gens qui ont d'autres ambitions, d'autres agendas, ces situations vont se retrouver dans ces situations. Voilà, on me signale que le temps qui nous était imparti est terminé, donc merci donc à nos chers invités. Je rappelle que nous avions le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Habib Ndao, il est membre de Benno Bokk Yakaar, membre de la coalition Doomu Rewmi. Merci à M. Ousseynou Nar Gueye, je rappelle qu'il est le secrétaire national à la communication et à la coopération africaine du parti Sud, c'est Sénégalais Unis pour le développement de Moustapha Guirassy, candidat donc à la présidentielle. SUD. Alors merci donc à mes techniciens, cher Tidiane Diop, cher Tidiane Ndiaye, et merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.